Je m'appelle Salma, je suis étudiante en sociologie et c'est pas inné de toute façon d'être conscient des problèmes sociaux. Moi je suis pas née avec l'envie de me dire que moi je vais me battre contre toutes les inégalités possibles et inimaginables. Moi je m'appelle Stevie, j'ai 26 ans et on va dire une personne oppressée te dit mon cher ami, mets-toi sur le côté, mets-toi sur le côté. Moi je m'appelle Lina, je suis étudiante en droit et pour moi c'est hyper important qu'Anaï reconnaisse ses privilèges et puisse se dire avec mes privilèges je peux être un poids pour la personne que j'essaie d'aider. Je m'appelle Imen, je suis étudiante en droit. La personne privilégiée souvent elle va considérer que sa voix et ce qu'elle dit et ce qu'elle pense c'est légitime et qu'elle peut le dire en toutes circonstances. Si les alliés prennent les devants, ils vont invisibiliser les minorités en prenant place et donc encore exercer une domination sur eux. Alors je sais pas vous, mais moi je suis absolument d'accord avec cette affirmation. Moi aussi. Oui, je suis noir, donc tout ce qui est lutte contre le racisme, la négrophobie, je fais énormément face à des alliés au fait qui prennent les devants, ils s'estiment légitimes parce qu'ils ont des amis noirs, parce qu'ils ont un enfant métis, parce que... Oui mais non en fait, je veux dire ça ne te confère aucun droit. Le truc c'est quoi? C'est que quand tu es privilégié, tu ne vas jamais pouvoir au fait ressentir au fait toutes les nuances de l'oppression à 100%. Ça c'est une première chose. Ensuite, tu ne subis pas l'oppression dans ton quotidien, tu ne vas jamais savoir où se situent les enjeux stratégiques de la lutte. C'est pour ça que tu as besoin d'être dirigé. Et c'est pour ça que lorsque, on va dire, une personne oppressée te dit « Mon cher ami, mets-toi sur le côté », mets-toi sur le côté. On va prendre des exemples concrets. Quand on parle aussi du féminisme, les femmes qui sont racisées, donc les femmes de couleur, ou les femmes musulmanes qui portent le foulard ou le turban ou quoi, ou bien même la burqa ou le niqab, et elles sont la plupart du temps effacées de toutes ces problématiques-là. Et du coup, on se retrouve à être obligé de créer des groupes entre nous, parfois des groupes qui sont très critiqués par les médias ou les institutions, parce qu'on c'est pas ouvert, mais bref. Et du coup, le fait d'être dans des groupes avec des personnes blanches, des femmes blanches, dans le cadre du féminisme, ça fait que parfois nos problématiques à nous, nos plus grosses oppressions, elles vont pas être prises en compte parce que ces femmes-là, en fait, elles les vivent pas, elles les comprennent pas. Et il y a aussi ce truc de pas être humble et de pas vouloir écouter et apprendre, parce qu'on se dit, mais si moi aussi je suis une femme et du coup on vit la même chose, alors que non, on est des femmes, mais toi, tu as le privilège blanc et moi, je l'ai pas. Et je trouve que tu disais quelque chose d'intéressant quand tu parlais d'humilité. Ça renvoie à cette notion de légitimité et c'est un truc typiquement de personnes privilégiées. Une personne privilégiée, souvent, elle va considérer que sa voix et ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, c'est légitime et qu'elle peut le dire en toutes circonstances. Et quand tu expliques que dans certains milieux, dans certains groupes, dans certaines luttes, tu dois faire 1 ou 2 ou 3 pas en arrière et te dire « Ok, oui, j'ai des choses intéressantes à dire, mais qu'est-ce que ça vaut dans ce contexte-là? Qu'est-ce que j'amène comme plus-value? Et est-ce que franchement c'est décent vis-à-vis d'autres personnes qui sont là, qui sont présentes et qui prennent la place ?» Il y a des situations où, comme le disait Lina, les personnes elles n'ont pas forcément accès à certaines plateformes. Et donc là, c'est là que l'allié peut être super utile. Mais il y a aussi des situations où la personne, ou les groupes de personnes, ne peuvent même pas s'auto-organiser pour former un espèce de mouvement. Je pense particulièrement à la situation que je connais, qu'on connaît avec l'association dont on est membre, toutes les deux, le Student with Refugees. On s'occupe d'apporter une aide aux demandeurs d'asile. Et souvent, les demandeurs d'asile, c'est typiquement le groupe de personnes qui n'ont pas la possibilité matérielle, parfois intellectuelle, parfois psychologique, de s'auto-organiser, de former un espèce de groupe social et de mener une lutte. Il y a des considérations qui sont bien plus élémentaires pour ces personnes-là, c'est-à-dire s'assurer que la procédure avance, je sais pas, s'ils ont des enfants, mettre leur enfant à l'école, s'inquiéter de où est-ce qu'ils vont dormir, etc. Je trouve que l'allié, de facto, il occupe une place qui est plus importante que celle qui est reprise dans la définition classique sur laquelle on s'entend tous en fait. C'est une situation hyper exceptionnelle. De ouf. Le cas des personnes réfugiées ou des personnes qui ont... Mais il y a aussi et qu'est-ce qu'on fait pour les personnes en prison? Ouais. Je sais que ça peut paraître... Ouais, non, il y a plein de cas. Non, mais je veux dire, c'est quelques cas. Et c'est pour ça que, pour moi, les alliés ne peuvent pas se mettre à la tête des mouvements sociaux, en général, parce que moi, je parle de la généralité, et que là, c'est des trucs hyper spécifiques. Et le problème, là, c'est l'accès à certains lieux, en fait. Et aussi, tout ce qui est le côté administratif, tout ce qui est les violences administratives. Enfin, même moi, si j'allais dans un autre pays, que j'étais une réfugiée dans un autre pays, moi, je connais pas le système spécifiquement du Venezuela. Du coup, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Vous connaissez ce truc-là et que vous êtes là pour épauler ces personnes-là et pas pour leur dire bon écoute, tais-toi, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. C'est pour ça que je dis que c'est des trucs assez exceptionnels. Vous, je sais pas, mais moi personnellement, des bons alliés,
J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Non, mais je vous le dis. Non, mais je vous le dis. À chaque fois que moi j'ai croisé des alliés, c'était soit des gens qui faisaient de la récupération, soit des personnes qui voulaient se donner bonne conscience, ou alors c'était des gens qui prenaient, évidemment toujours dans mon expérience, qui prenaient les noirs pour caution. À chaque fois que quelqu'un va se présenter comme allié, parce que je vous dis, moi des dingueries, j'en ai entendu. Hein. Pour BLM par exemple, on me dit mais oui mais non, mais tu ne te rends pas compte que BLM aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est mieux qu'on fasse un mouvement commun qui porte la voix de tout le monde. Mais de quoi tu me parles, frérot? De quoi tu me parles? Tu vois, j'ai 26 ans. Ça fait 21 ans que je vis le racisme, même allez, aussi loin que je m'en souvienne. Ça fait, je pense, beaucoup plus d'années que toi que je me suis engagé. Donc quand je te dis quelque chose, écoute-moi au fait. Mais moi, je n'ai jamais vu un allié qui a eu l'humilité au fait de se taire, se remettre en question et d'apprendre. Je n'ai jamais vu ça. C'est très difficile en fait les violences qu'une personne qui est censée, donc je parle pas d'un bon ou mauvais allié, mais une personne qui est alliée, qui se définit comme ça, c'est plein de violences en fait qui font que au final ouais j'ai pas envie de travailler avec des personnes comme ça en fait. Et pour moi c'est hyper important qu'un allié reconnaisse ses privilèges et puisse se dire avec mes privilèges je peux être un poids pour la personne que j'essaie d'aider. Quand tu as conscience de ça, c'est une remise en question constante. Moi je me dis pas aujourd'hui ah oui je suis coordinatrice d'une assoce qui aide les réfugiés, ça fait 3 ans que je suis là-dessus, j'ai eu des cours là-dessus donc je m'y connais. Mais en fait non. Les personnes qui se présentent en tant qu'alliés et qui se collent cette espèce de badge en disant Ouais. voilà, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Hein. Pour moi c'est déjà out. C'est intéressant de faire et d'être présente et de faire ce que tu peux, de militer, etc. Et pas forcément de prendre la peine de frotter un peu son badge et de dire t'as vu ? Moi, ces personnes-là, c'est un refus catégorique. Il ne s'agit pas, juste comme tu viens de le dire, de dire voilà, tu vois, c'est un combat constant. C'est-à-dire, c'est tous les jours, toutes les positions que tu peux avoir, toutes les pensées que tu peux avoir, tu dois les remettre en question à chaque instant, à chaque moment. Tu parlais de positions dans lesquelles les alliés pouvaient prendre la parole. Moi, j'estime que ces positions-là, elles sont vraiment restreintes, elles sont vraiment délimitées, tu vois. Si toi, par exemple, tu luttes contre la négrophobie et que dans ton milieu familial, tu entends des paroles négrophobes, des schémas de pensée qui sont négrophobes, à ce moment-là, oui, intervient, tu vois. Oui, pour moi, l'allié, il doit parler, entre guillemets, avec les siens. Donc, par exemple, quand on va parler de racisme anti-noir, typiquement, si moi j'ai envie de travailler avec lui sur une thématique, voilà, je sais pas, Black Lives Matter, moi, je vais mettre la lumière sur le mouvement Black Lives Matter dans ma communauté à moi, par exemple. Pour moi, c'est ça mon taf de quand je vais voir quelqu'un, un des miens, dire des conneries, ou bien même une autre personne qui est dominante par rapport à la communauté noire, je vais dire ah bah non. S'il y a quelqu'un qui doit l'éduquer, c'est pas la personne qui est concernée parce que c'est trop violent pour elle. Et puis je suis fatiguée aussi. Je suis fatiguée. Non, mais voilà, c'est intéressant le fait que tu dises que tu es fatiguée. C'est marrant parce que pendant des années, en étant plus jeune, je voulais absolument pas être le porte-voix des femmes qui portent le foulard. Et j'étais rassurée de voir des personnes qui étaient concernées comme des personnes qui n'étaient pas concernées, qui de temps en temps prenaient la parole. Ça me rassurait de voir ces personnes-là prendre la parole parce que moi, j'étais pas encore prête pour mener cette lutte-là, quoi. Mais quand tu dis les personnes qui prennent la parole, tu fais référence à ceux qui te ressemblent ou aux alliés? Mais aux deux. Aux deux. Honnêtement, aux deux, pardon. Aux deux personnes. Parfois, c'est rassurant de voir des gens qui sont pas directement concernés se dire « Ah oui, ils luttent aussi avec nous. La majorité, c'est peut-être pas ce qu'on préfère, mais de temps à autre, ça peut avoir un côté rassurant de te dire « Ok, il n'y a pas que les gens qui sont concernés qui en parlent. » Ouais. Alors, dans certaines situations, les principales concernées sont dans l'incapacité d'organiser leur combat. Exemple, sans-papiers, SDF. On ne peut pas ne pas être d'accord parce que c'est des cas exceptionnels. C'est ça. Si tu es en prison, si tu es sans domicile fixe, si tu viens d'arriver dans un pays et que tu demandes l'asile et que tu es réfugié, ça peut être intéressant d'avoir des alliés au devant de la scène. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où une exception se multiplie, c'est des cas, c'est des réalités différentes. Par exemple, moi et Lina, on est dans une association qui s'appelle Law Students for Refugees et on a tout un pôle qui est un pôle de sensibilisation où là, on va être actif en faisant des récoltes, en faisant des conférences, en faisant des formations. Et puis, on a tout ce qui est aide pratique et aide sur le terrain, qui est peut-être moins visible, mais qu'on fait aussi, en tout cas qu'on essaye de faire. Et là, on va vraiment aller devant l'Office des étrangers le matin pour donner des informations aux personnes. Et là, ça joue un peu le côté administratif, mais tout est compliqué parce que quand on va devant l'Office des étrangers, en réalité, pour moi, c'est vraiment un acte militant et c'est pour contrebalancer un système qui va refuser aux demandeurs et aux demandeuses d'asile d'accéder à l'Office des étrangers avec un avocat. Et on fait partie d'un des seuls pays où les personnes ne peuvent pas aller à l'Office des étrangers avec un avocat. Donc dis-toi, la personne, elle arrive, elle est censée être arrivée dans les 7 jours et venir devant l'Office des étrangers pour démarrer sa procédure, et elle ne peut pas être accompagnée alors qu'elle ne connaît rien du système. Et tu vois, nous, en faisant ça, on essaye
En réalité, on essaye d'apporter une aide concrète, mais c'est aussi pour contrebalancer un système qui est un système d'oppression, quoi. Non, mais c'est sûr que dans les cas que l'on énonce là, ces personnes-là, tu vois, qui n'ont pas de liberté, elles ont besoin de beaucoup plus qu'un simple allié. À aucun moment on se dit il manque de connaissances intellectuelles, ils sont incapables de le faire tout seuls. Quand j'entends leur histoire et que je sais par quoi ils sont passés, ce qu'ils sont capables de faire, en réalité je me dis est-ce que je suis vraiment utile? Et c'est là où c'est intéressant parce qu'après quand je les entends et qu'ils me disent ok t'es utile parce que sans toi on ne serait pas arrivé à faire telle ou telle chose, là je peux me dire ok je fais mon travail. Peut-être pas d'allié parce que je vous avoue je me suis jamais dit, je me suis jamais collé l'étiquette d'allié. Ouais. Je vous avoue je faisais le taf parce que je me disais ça avait besoin d'être fait. Je suis jamais venue voir quiconque dans une cause et lui dire écoute, j'aimerais être ton allié. Soit je fais mon taf et je me tais et il me dit écoute, ton taf il a été utile, ou soit Linot fait n'importe quoi, juste bouge, je le prends pas mal. En fait, c'est ça aussi. C'est l'humilité. Surtout ça, au fait, tu vois. Oh mince, je viens de faire un truc qui a pu causer du tort alors que c'était pas du tout mon intention. Oui, c'était pas mon intention. L'enfer est pavé de bonnes intentions, donc commence pas à dire ok, oh oui, mais c'est pas grave, c'était une bonne intention. Non, c'est grave parce que moi j'étais venue avec l'optique d'aider et je finis par faire quelque chose qui est tout à fait l'inverse. Donc je dois me remettre en question, je dois trouver un meilleur moyen Et si je trouve pas, à ce moment-là, je me retire. Tu peux être un bon allié qu'à partir du moment où les personnes que tu veux aider te disent que tu es un bon allié. Un autre exemple qui est assez parlant et qui est d'actualité, c'est le cas des Ouïghours. Et c'est grâce à des personnes qui ont tiré les sonnettes d'alarme à différents niveaux qu'aujourd'hui on est à peu près tous conscients de cette réalité-là et au courant plus ou moins de cette réalité-là. Donc ça peut être... Mais par exemple, comme tu dis les Ouïghours, la première personne sur les réseaux sociaux qui va être partagée, c'est les posts qu'on voit le plus de tout le monde, post jaune, écriture noire de Raphaël Glucksmann, qui n'est pas du tout concerné par la cause, qui soutient de près ou de loin, je sais pas, qui est associé avec Dilnur Reyhan, qui est elle et Ouïghour. Et on voit plus Raphaël Glucksmann et tout ce qu'il fait que Dilnur. Du coup, moi je trouve pas ça normal, par exemple. Surtout qu'en plus, quand on regarde un petit peu, ok, il a informé, c'est bien. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'en fait le gars c'est un sioniste et qu'il est pour l'occupation de la Palestine, etc. C'est pas le seul truc problématique. Je crois qu'il s'est défendu par rapport à ça. Et qu'il a dit que non, en fait, machin. Moi, il a fait, en tout cas... Vigilance. En fait, oui, vigilance. On va dire que c'est l'une des premières personnes qui a tiré la sonnette d'alarme. Nous, on est conscient que c'est problématique, on se dit tiens, c'est une personne qui n'est pas directement concernée. Moi, personnellement, j'ai pris du temps aussi pour le voir. Puis je me suis dit, ok, je partage plus ces posts, je partage en priorité les posts, par exemple, de Dilnur et de la personne, donc la première personne qui est concernée. Je donne plus de visibilité. Ok, Raphaël Glucksmann, il a accès à la politique. Dans la politique, en quoi il peut défendre la cause? C'est vrai que dans les réseaux sociaux, ça paraît un peu stupide de dire pourquoi c'est lui qu'on voit partout, alors qu'il y a une femme qui est militante, qui est directement concernée, qui devrait avoir 100% de la parole, sauf ce qu'elle veut bien céder à Raphaël Glucksmann. Je ne sais pas dans quelle mesure il est bien vu par la population ouïghour. J'ai un ami ouïghour qui, lui, était juste content qu'on en parle. Il se disait... Mais je pense parce que c'est aussi une problématique tellement grave. Et du coup, on se dit, du moment que quelqu'un en parle, il y a quelques années, quand il y avait plus de... on commençait à parler en Belgique des problèmes liés au port du hijab. Et que là, on se disait, bon, ok, du moment que quelqu'un nous défend, c'est bon, on est ok. Mais le truc là, c'est que Glucksmann, on voit... Il est omniprésent, au fait. Et récemment... Pas autant qu'il y a quelques temps. Hein. Moi, je trouve qu'il est moins présent maintenant et qu'il y a beaucoup plus de voix qui se diversifient, justement. Le gars, il est, en dehors du fait qu'il est problématique, il n'est même pas concerné par la question. Et récemment, il a mis encore le grappin sur une autre problématique qui touche du coup les personnes racisées, alors qu'il y a quelques années, il ne parlait pas du tout de ça. En fait, lui, il utilise ça en fait, juste pour avoir plus de followers, plus de vues, etc. Ah mais oui, regardez, lui, c'est le défenseur des Ouïghours, alors que je trouve ça, c'est pas du tout normal. J'ai pas envie de faire le procès d'intention de Raphaël Glucksmann en fait, et limite, je suis pas intéressée par ce qu'il pense profondément. In fine, moi, ce qui m'intéresse, oui, évidemment, dans l'idéal, j'aimerais bien que sa pensée soit le plus possible en coordination avec ce qu'il fait. Ce serait un monde idéal, mais j'ai pas accès à son inconscient ou à son conscient, tu vois. Donc je me dis, le gars, il met la lumière sur une problématique. Maintenant, comment est-ce qu'il le fait et qu'est-ce qu'il fait derrière? Si on regarde un peu l'actualité, on sait qu'il y a une résolution, il me semble, qui a été votée au niveau européen. C'est pour lutter contre le travail forcé, la commercialisation des produits issus du travail forcé, etc. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont faites. Ça d'abord, pour moi, c'est une bonne chose. Et puis surtout, oui, au début, c'était peut-être l'une des seules personnes qui mettait en avant cette problématique. Mais ce qui m'importe, c'est de voir comment est-ce qu'il évolue dans cette manière de communiquer. Et c'est important maintenant de donner justement la parole aux autres personnes. Moi, personnellement, s'il n'y avait pas lui, cette cause-là, j'en aurais jamais
entendu parler. Enfin, dans un premier temps, oui, les Ouïghours sont en droit de questionner son action. Et à un certain moment, ils sont aussi, comme tu l'as dit, en droit de se demander, oui, ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Moi, ce que je constate, c'est que lui, il parle, mais je ne le vois pas à un moment, au fait, se décentrer, tu vois, et mettre, on va dire, quelqu'un sur le tremplin. Moi, j'ai la sensation que c'est le seul, au fait, qui parle de ça. Bah moi je dis ok, tu nous as informé au début. Merci. Stop. Maintenant moi c'est des femmes comme Dilnur Rehan ou d'autres personnes, d'autres collectifs Instagram. J'ai l'impression qu'il avait justement mis en avant sa page à elle en disant qu'il allait travailler avec elle parce qu'à certains moments on voit qu'ils sont ensemble. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas elle qui est le plus mise en avant, tu vois. Le côté hype il est cool, mais derrière il faut de la lutte, il faut qu'il y ait du concret. Il faut de l'action. Voilà, et je trouve que c'est encore intéressant de se dire ok, il est en politique, Dilnur Rehan ne l'est pas. Qu'est-ce que lui peut faire en politique ? Et là dans le milieu politique, s'il n'y a pas d'autres Ouïghours qui peuvent faire porter la voix et la cause, c'est intéressant. Mais c'est sûr que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils devraient se dire est-ce que j'ai pas donné mon max ? Est-ce que c'est pas le moment de justement mettre en avant toutes ces autres personnalités qui aujourd'hui ont envie de s'exprimer, qui hier le pouvaient pas et je l'ai fait à leur place et en fait très bien. Mais c'est fini, aujourd'hui je veux mettre en lumière d'autres personnes. J'ai pas envie de me retrouver dans une position où on devrait aller éduquer Raphaël Glucksmann, quoi. Mais... Bah si, un peu quand même, tu vois. Mais... oui, parce que non, mais ça aussi c'est une notion que l'allié doit comprendre, c'est que lorsqu'on lui fait des critiques, il doit pas le prendre personnellement, tu vois. Ce que l'on va à chaque fois questionner, c'est pas lui en tant qu'individu, c'est la position qu'il occupe. C'est ça au fait. Et même si il a de très bonnes intentions, il se peut qu'en faisant ces bonnes intentions, tu vois, il exerce aussi une certaine forme d'oppression. Ouais. Donc s'il y a des gens qui vont chez lui et qui lui disent « Mon cher, il serait peut-être temps d'un peu doser », qu'il dose au fait, tu vois. Les slogans de SOS Racisme « Touche pas à mon pote » et « Mon pote et moi, on est pareil » montrent le paternalisme que peuvent avoir les alliés. C'est eux, les forts, qui viennent prendre la parole et défendre les faibles qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. On va prendre du coup le mouvement vraiment antiraciste. Et là, clairement, il y a plein de trucs où ouais, mon pote et moi, c'est pareil et tout. Un antiracisme universaliste où les gens vont faire comme si ils pensaient... Enfin, genre en mode, on vit les mêmes oppressions. C'est comme si moi, je dis, ok, Stevie et moi, on est des personnes racisées, surtout on vit la même chose. Non. Alors que non. Non. On vit des choses différentes. Mais il y a des points où on va être liés, bien évidemment, mais c'est complètement différent. Moi, le problème que j'ai avec ça, tu vois, c'est... on est tous ensemble, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est la vision un peu colorblind du monde dans lequel on vit. On doit accepter que le monde, tu vois, il est régi au fait par une hiérarchisation des races. Quand je dis les races, je parle évidemment... les races sociales. Voilà, c'est ça, tu vois, les races sociales. Je suis noir, il y a des blancs, vous êtes des maghrébines. C'est sur cette base-là, au fait, que l'on est traité. Venir me dire à moi que on est tous ensemble et c'est ensemble, main dans la main, que l'on va avancer, non frérot. Parce que moi, je me répète, hein, parce que moi, vous voyez ce que vous voyez là, parce que je suis comme ça, je suis traité d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Tu vois. Si moi j'ai une jambe en moins et que toi t'as tes deux jambes, c'est pas la même chose. On va pas courir à la même vitesse. Voire moi je veux même pas courir du tout en fait. Donc c'est hyper important de savoir quelle est notre place dans la société, à quel moment on est privilégié. Et quand je parle de privilège, c'est pas juste privilège de race, c'est privilège de classe, de genre, si on est une personne qui est porteur d'un handicap ou pas. Enfin, c'est plein de critères qu'il faut prendre en compte et de savoir où on se situe dans tout ça. Si par exemple moi je vais dire oui, moi je suis une personne racisée, je suis une femme, je porte le foulard, mais je suis riche. Je vais pas vivre la même chose qu'une femme qui a les mêmes caractéristiques que moi mais qui est pauvre. On va pas vivre du tout les mêmes réalités. Moi, ce que j'ai envie de dire quand je lis ça, c'est que ce genre de slogan, pour moi, ça n'a plus de valeur, c'est d'un autre temps et surtout, à partir du moment où ça fonctionne pas, c'est bon, next. On passe à la chose suivante. Moi, j'ai plus besoin de slogans en fait. Moi, j'ai besoin de choses concrètes. Moi, j'ai besoin qu'on mette en place des politiques qui vont inclure les personnes handicapées dans le monde du travail. J'ai besoin de voir que dans les conseils d'administration, il y a des personnes qui viennent de tous les horizons, mais qui sont représentatives de la société. J'ai besoin que quand j'ouvre la télé, je vois une personne qui présente le journal qui me ressemble à moi, qui ressemble à ma petite cousine, qui ressemble à mon petit frère, et qui peut inspirer toute une génération. Je m'en fous des slogans, la vérité. Pour moi, ça rentre par là, ça sort par là. Une des problématiques, c'est que dans les institutions, il n'y a pas de personnes concernées par les problématiques, les problèmes sociaux
de race ou de genre et tout. Il n'y a pas beaucoup de personnes là, et du coup, zéro représentativité. Et en plus de ça, comment vous voulez qu'autour de la table, il n'y a que souvent des hommes blancs, comment vous voulez qu'ils vont s'intéresser à nos problématiques? Mais tu vois, c'est là où moi j'avance à l'idée de transition. Si ces hommes blancs étaient des alliés, et là tu vas me dire s'ils sont tous là autour de la table, ils sont tous blancs, il y a un problème. Mais si ces hommes blancs-là s'intéressaient à la cause et défendaient, et il en faut peut-être 2-3 autour de cette table-là. Coca-Cola, ok, on doit faire une campagne pour dire qu'on se bat contre le racisme. Et du coup, il faut une petite publicité pour Ramadan, voilà, comme c'est sorti genre l'année passée ou l'année d'avant. Super génial. Mais en attendant, dans leur bureau, il n'y a personne, il n'y a pas de musulmans, enfin surtout de femmes, de personnes visiblement musulmanes. Le racisme est un problème de blancs. Il a été construit et créé par des blancs et la responsabilité ultime incombe aux blancs. Et du coup, c'est un peu étonnant que ce soit une Américaine qui dit ça parce qu'il y a plus de facilité aux États-Unis, en Amérique du Nord, de parler de race. Tu le disais toi-même, ici, en Occident, c'est un mot qu'il faut bannir. Je prends l'exemple de la France, qui a carrément retiré le mot race de sa constitution, tu vois. C'est un problème, en tout cas ici, que l'on ne veut pas voir, tu vois. Les femmes blanches ont tellement plus de poids dans le milieu parce qu'encore une fois, le blanc, c'est la norme. Du coup, elles ont pris une certaine place. Mais en fait, qu'ils utilisent toute cette place pour cette lutte. Et c'est là où je reviens du coup à cette idée de c'est un problème de blanc. Mais faut-il encore qu'ils soient de bons alliés, qu'ils aient compris la problématique pour la résoudre? Si dans le cas des problèmes racisme, un blanc se rend compte qu'il fait partie du problème, quand il s'en est rendu compte, il fait aussi partie de la solution. Voilà, et je pense que si on voit les choses comme ça, bah oui, les blancs sont au final une partie de la solution puisqu'ils sont à la base d'une partie du problème et ils devraient travailler là-dessus. Dans le féminisme, le problème, en majeure partie, c'est les hommes. Et quand les hommes se rendent compte de l'oppression, on va évoluer. Et c'est le cas de certains hommes, c'est pas le cas de tous, mais déjà dans ces milieux-là aussi, on voit qu'à partir du moment où la personne qui est l'oppression comprend qu'elle opprime et se remet en question et va se dire « ok, je veux changer les choses », là, tu vas plus vers la solution. Tant qu'on n'a pas réussi à les mener vers notre cause, j'ai envie de dire, mais ça reste de la confrontation et beaucoup de frustration pour nous. On sent, leur manquer de respect à leur intellect. Est-ce qu'elles sont capables de se rendre compte seules qu'elles ont une place privilégiée dans la société et que de façon consciente ou inconsciente, elles produisent des oppressions? Je me demande si cette prise de conscience ne peut pas être faite que par la rencontre, seulement avec la rencontre de racisés. Enfin, c'est pas inné de toute façon d'être conscient des problèmes sociaux. Moi, je suis pas née avec l'envie de me dire que moi, je vais me battre contre toutes les inégalités possibles et inimaginables. J'ai grandi, j'ai une éducation, je me suis instruite, et du coup, pour moi, même si je suis pas touchée par des oppressions, comme je suis déjà dans ce truc de déconstruction de tous les stéréotypes et de toutes les dynamiques de domination, c'est pour ça que je vais me déconstruire par rapport à tout. Donc même mes privilèges en tant que personne maghrébine. Mais une personne blanche, du coup oui, elle n'est pas avec l'envie de se déconstruire, parce que on se construit avant de se déconstruire. Ou une personne blanche, quand tu disais je veux pas insulter leur intellect, mais en fait c'est hyper compliqué de remettre en question tout le système en fait. Un système mais dans lequel tu es hyper privilégié. Qui va dire non en fait je vais descendre de mon trône et je vais mettre dans la boue, tu vois. Et en fait il y a des gens qui disent ah mais jusqu'ici, moi je t'ai jamais entendu te plaindre. Et moi mes amis noirs ils disent rien, ils m'aiment bien. Je fais non mais en fait ce que tu comprends pas c'est que... C'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est juste qu'ils ont pas envie de parler, tu vois. Exactement, il n'y a pas tout le monde qui sait, tu vois. Ouais. Quand on subit du racisme, comme tu as dit, quand tu étais plus jeune, quand tu es plus jeune et que tu sais pas que tu subis du racisme et que d'office, oui, ta pote blanche qui t'a dit plein de trucs problématiques, mais toi tu sais pas que c'est problématique. Qui te mettait des crayons dans tes cheveux parce que t'étais ce genre de pote là. Ça te gratte les cheveux, ça dit tu ressembles à un mouton. Ouais, et que même toucher les cheveux tout simplement, jeter des chewing-gums et des trucs comme ça. Et que toi tu sais pas que c'est lié directement au fait que tu sois une personne racisée et tout, que tu sois autre avec un A majuscule, que tu sois autre et tout. Et du coup, il y a plein de gens qui disent oui, mais moi, mes amis, ils m'ont jamais rien dit. Soit ils savaient pas, soit ils ont pas envie de te le dire, soit ils ont pas envie de se faire cette violence. On a eu une discussion qui n'était pas trop opposée en fait de toute façon parce qu'on se rejoignait sur surtout la définition de qu'est-ce qu'un bon allié ou pas et que c'était surtout ça le problème, c'était pas qu'un allié fasse ci ou ça, mais quel était son rôle en fait dans tout ça. Il y a des cas de figure où les alliés, c'est les seules personnes en fait qui pourraient amener la problématique.
au devant de la scène. Et du coup, bah oui, c'est primordial en fait que ces alliés ils existent. Mais il y a d'autres problématiques où c'est pas nécessaire en fait que l'allié soit là, parce que les personnes concernées, elles ont tout accès, pouvoir, enfin tout ce qu'on veut pour en fait parler, et que du coup, eh ben, ces alliés-là, ben, la lumière, elle soit mise, ces personnes concernées, elles soient mises au devant de la scène. Il faut savoir que ce soit les personnes réfugiées, SDF ou en prison, il y a des personnes qui prennent la parole. Notre but aussi, c'est de faire passer le micro au moment nécessaire, de faire entendre leur voix, de leur permettre de s'exprimer sur notre plateforme quand elles le souhaitent. Tout ce que ces personnes qui sont déjà présentes font, quelle est notre plus-value en fait? C'est là où c'est intéressant, c'est que la plus-value, elle va changer. Si ça se trouve, on est hyper important aujourd'hui, dans un mois, les choses vont changer et en fait, notre rôle sera inutile. Je pense que le plus dur, c'est qu'à un moment, on doit se dire, ok, c'était bien de lutter, on a senti qu'on faisait avancer les choses, mais c'est plus ma place, c'est plus mon rôle et c'est à quelqu'un d'autre de le faire.